Dès le début, c'est assez limpide qu'il y a un problème dans la mesure où tu te dis c'est donc un espace qui représente la psyché des personnages. Alors mes 2 personnages, ce seront un architecte et une psy. C'est donc le premier film de Kane Parsons, alias Kane Pixel, sur YouTube, qui est donc, avant d'être un cinéaste, un YouTuber. On peut quand même le considérer comme cinéaste dans la mesure où il faisait des courts-métrages d'animation entièrement modélisés sur Blender, jamais en prise de vue réelle, où il a repris la creepypasta des Backrooms, qui est apparue sur 4chan en 2019, accompagnée d'une petite photo, où l'idée ce serait justement ces grands espaces vides qui rappellent des bureaux, des espaces que on a tous un peu connus, mais des espaces familiers, mais avec une uncanny, exactement. Et il a fait une longue série comme ça, il me semble qu'il y a 22 épisodes d'une dizaine de minutes à chaque fois, qui repose toujours sur un principe de première personne, quelqu'un tient une caméra et explore le territoire. L'espace ne se ressemble jamais, c'est tout le temps un peu différent, et il a développé évidemment une sorte de lore, d'histoire, avec une sorte d'entreprise qui irait à l'intérieur essayer de comprendre tout ce qui se passe. Là, il se trouve donc que ces vidéos étaient très reconnues et sur Internet très plébiscitées, et A24 a décidé de faire avec lui, de lui donner les clés pour un long métrage à $10 millions pour exploiter ces backrooms à l'écran. Manifestement, c'est une très bonne idée de A24 qui a marqué 100 millions d'entrées déjà pour le film aux États-Unis. C'est leur plus gros succès. Ouais. Ils ont battu leur propre record de Mardi Suprême d'il y a 6 mois. Alors que le film semblait pas forcément calibré pour plaire autant que Marty Supreme, quoi. On a des acteurs un peu reconnus. On a Renate Reigns notamment. Chiwetel Ejiofor. Tout à fait. Mais ce n'est pas lui qui s'occupe du scénario, c'est une autre personne qui n'est pas forcément très connue. En tout cas, il n'a pas de page Wikipédia, le scénariste du film. C'est régulièrement comme un indicateur. On peut permettre de le mépriser, c'est ça que tu veux dire. Non, je suis pas sur la page du film, tip tap toup. Mais du coup, toi Clément, oui. Comment tu as saisi le film Macron? Peut-être que tu veux le pitcher d'ailleurs. Bien sûr, écoute, tout simplement, en fait, le récit va nous amener à découvrir cet endroit. Donc ça se passe dans les années 90. On va suivre surtout Clark, qui est donc le personnage de Chiwetel Ejiofor, qui est un vendeur de meubles qui a un peu raté sa vie, qui s'est fait quitter par sa femme, qui a pas réussi ses ambitions professionnelles. Son magasin est un peu en faillite. Et alors qu'un soir, il dort dans son magasin, on ne sait pas s'il a encore un chez lui d'ailleurs, mais il va, suite à une anomalie électrique, découvrir une sorte de passage secret, traverser un mur qui va l'amener dans les backrooms, et donc il va commencer à explorer un petit peu ce lieu dont il peut revenir en reprenant la même porte, même si elle est invisible, en sens inverse, et ensuite, sans trop en dévoiler, mais sa psychologue, qui est donc l'autre personnage principal, qui s'appelle Marie, va être à son tour traîné par un concours de circonstances dans les backrooms à sa recherche, et donc on va pouvoir comme ça explorer une partie de cet univers bien connu des gens qui regardaient déjà sur YouTube, et notamment à travers des scènes en vue subjective, donc qui reprennent vraiment la marque de fabrique, on pourrait dire, de ce genre de contenu, en tout cas des contenus qui exploitent cet univers-là. Et d'ailleurs, la toute première image du film, si je me trompe pas, correspond peu ou prou à la photo originelle en termes de cadre de ces bureaux jaunes, qui est devenu ensuite iconique, et toute l'introduction du film est en vue subjective en fin de footage. Donc il y a vraiment l'idée on reprend un peu de zéro le mythe des backrooms, et ensuite on va essayer d'y greffer un scénario, des personnages. Et tu soulignais que c'est pas Kane Parsons qui s'est occupé du scénario, et c'est vrai que on peut dire, je pense que c'est probablement la part la plus faible du film, c'est cette écriture en fait. Will Sudik, peut-être un pseudonyme. Il a un Wikipédia en anglais. Peut-être. On va enquêter sur ce gars. Il est connu pour avoir écrit Backroom. Pour avoir écrit Homeland, H vs Evil Dead, Borgia et Westworld. Ah oui, c'est ça, il a écrit. Donc c'est un mec de la télé. Okay. Et on va développer un peu ce qui marche pas trop dans cette écriture, et notamment ces personnages, mais autant j'ai pris quand même un peu de plaisir à voir le film, notamment pour ces scènes dans les backrooms et cette exploration, et je trouve que les séquences en fin de footage sont vraiment réussies.
Et en même temps, on est obligé de se dire que le pari de l'adaptation est plutôt raté, puisque c'est précisément ce qui a été prélevé tel quel en fait de YouTube qui fonctionne le mieux dans le film, quoi. Donc en fait, l'intérêt de transformer ça en long métrage est assez maigre. Ce qui est intéressant, c'est que le film lui-même semble conscient que les phases d'exploration sont les plus fortes, parce qu'à chaque fois qu'il en a l'occasion, il la recrée. Enfin, à chaque fois qu'un nouveau personnage rentre dans cet espace, c'est de nouveaux partis pour comment est-ce qu'il appréhende l'espace, comment est-ce qu'il évolue. On en a au total 4, en fait, avec la scène d'introduction en première personne, où on n'identifie pas le personnage qui se meut. Ensuite, on a Clark et ses employés, et puis Marie dans un 4e temps. Toi, Thomas, t'as... Non, moi des réticences. Moi j'aime pas trop le film parce que je trouve qu'il est pas très efficace du point de vue de l'horreur. Enfin, c'est pas un film qui fait très très peur et qui en ce sens tire pas forcément parti de son high concept, qui est cette espèce d'exploration d'un espace non rationnel, par endroits cubiste, par endroits non euclidien, et l'angoisse un peu existentielle que ça pourrait susciter, c'est-à-dire l'idée qu'on se perd dans le labyrinthe et que c'est un peu une représentation de l'au-delà dans ce qu'il peut avoir de plus angoissant, quoi, si tu veux, de l'infini. Et moi j'ai pas trop marché. Effectivement, les séquences en fin de footage sont les meilleures parce que en fait elles jouent sur une mécanique d'horreur qui est très simple, c'est-à-dire qu'on a une restriction beaucoup plus nette du point de vue. On est en point de vue littéralement interne à ce moment-là, quasi subjectif de la caméra en tout cas. Et du coup ça produit une puissance dans le hors-champ qui est immédiate en fait, et qui atteint son effet. Donc du coup se pose la question de la nécessité de cette adaptation. Alors on est au fond au énième chapitre d'une adaptation produit dérivé d'un truc qui appartient pas au milieu du cinéma à la base et qui est pas bon, quoi. Enfin je veux dire, on a eu des films sur des jouets, on a eu des films sur des jeux vidéo, on a eu des films sur des séries télé, et maintenant on a des séries, des web-séries, donc voilà, c'est pas très réussi. Après c'est pas incohérent non plus, c'est-à-dire que la grande innovation, j'ai l'impression, je connais pas la série de Ken Pixel, mais c'est qu'on nous montre en fait la translation entre le monde réel et le monde des backrooms. Et d'ailleurs, c'est pas ce qu'il y a de moins réussi dans le film, c'est la scène où il découvre l'interstice qui lui permet d'atteindre les backrooms. C'est plutôt joliment filmé. Moi, ça m'a beaucoup fait penser à Barbarian de Zach Cregger. Je sais pas si tu l'as vu, Loïc. Film qui dialogue aussi avec Obsession par ailleurs. Donc, dans Barbarian, il y avait cette idée-là aussi que un détail lumineux allait nous permettre de pouvoir accéder à un espace, un inframonde, quoi. Avec en plus ce même fonctionnement un peu dans la structure du film où on suit d'abord un premier personnage qui le découvre et ensuite plus tard un second qui va en fait marcher sur les pas du premier, ce qui permet de créer d'abord le sentiment de la découverte et ensuite on redoute parce qu'on sait très bien ce qui va se passer. Avec une logique de reboot en fait. Dans Barbarian, pour ceux qui l'ont vu dans le chat, le film se reboot 3 fois en fait. On change complètement de personnage. Voilà. Donc voyez-le, c'est vraiment très très bien. C'est mieux qu'Evanouie d'ailleurs. Bref. Et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que figurer la porosité entre deux mondes qui sont complètement séparés, c'est vraiment quasiment le trait définitoire du merveilleux en fait, que ce soit en littérature ou au cinéma. Je sais pas. C'est Alice au Pays des Merveilles. Il y a une citation assez nette explicite avec la petite porte. On est d'accord. Voilà, le terrier du lapin de Alice ou l'armoire de Narnia, si tu veux. Et ce territoire du merveilleux, qui est le territoire du conte de fées, on sait très bien aussi depuis longtemps que c'est le territoire de l'inconscient et de la psychanalyse. Il y a qu'à relire Psychanalyse des contes de fées de Bettelheim pour savoir qu'il y a un territoire qui a déjà été exploré. Donc assez vite, moi, la clé de lecture du film, du point de vue scénaristique, je l'ai senti, c'était que les backrooms sont une sorte de figuration d'une espèce de grenier de l'inconscient, avec la question de l'inconscient de qui on en a discuté assez longuement avec Clément à l'issue de la séance. C'est là où le film est un petit peu plus subtil et retors, c'est que ça serait pas l'inconscience précis de chaque personnage, mais ce serait une espèce d'inconscient collectif qui se reconfigure en fonction de la personne qui l'aperçoit, quoi. Et là il y a vraiment des horizons, je pense, de création de vision au sens surréaliste du terme, pour le coup, qui aurait été très intéressante. Et là-dessus, je trouve le film un petit peu chiche, quoi. C'est vrai qu'il y a une trouvaille plastique qui est plutôt magnifique quand même dans le film, qui sont ces sortes de projections mi-humaines, mi-spectrales. Ah oui, qui sont constituées corps de guet, là, exactement, c'est ça, qui sont constituées un peu de... Oui, c'est ça, ça nous fait penser aussi à ça. Comment les décrire, qui sont un peu...
sorte d'aberration où il y a 2 fois un même pan de... C'est presque du cubisme en fait dans la façon dont ils sont je pense qu'on représentés. est dans ces idées-là, tu vois. Moi, ça m'a fait penser aussi un petit peu à Lovecraft, notamment à plusieurs nouvelles comme L'Appel du Cthulhu ou une nouvelle qui s'appelle Le Temple. Où c'est des personnages qui rentrent dans des lieux où il est précisément dit dans le texte de Lovecraft que ce sont des lieux à la topographie non euclidienne, c'est-à-dire où on peut pas géométriser en fait. Mais il y a une autre nouvelle de Lovecraft qui est assez géniale, il me semble que c'est avec une sorcière, enfin il y a la sorcière dans le titre, je me souviens plus exactement, c'est peut-être juste la sorcière d'ailleurs, et justement en fait l'horreur vient du fait qu'il nous décrit dans le texte un espace qui n'est pas concevable architecturalement et spatialement, et l'horreur donc vient de ce malaise, donc de cet espace dans lequel une créature logerait dans le coin de ta chambre alors que elle ne peut physiquement pas l'être, quoi. Mais d'ailleurs, effectivement, le film, je trouve, même si les séquences d'exploration sont les plus intrigantes, parce qu'on est un peu... D'ailleurs, c'est des moments où on voit très bien que le film est un peu embarrassé par ses personnages, ou en tout cas les utilise moins comme personnages que comme vecteur du regard du spectateur, et il y a quasiment des plans subjectifs au steadicam, enfin on sent qu'ils sont là pour qu'on regarde à travers leurs yeux, quoi, dans ces séquences là, et au final c'est peut-être pas plus mal puisque c'est pas là où le film est le plus fort, mais je trouve que effectivement j'ai un peu manqué de cette espèce de frisson vertigineux, notamment parce que il y a une conception assez rationnelle de l'espace en fait. Je sais pas exactement dans le lore des backrooms si c'est censé être mouvant ou comme tu dis non euclidien, ou si au contraire comme là ce qu'on voit dans le film c'est que on a l'impression que il peut le cartographier, il essaye d'ailleurs de le cartographier, et là par exemple il y a un moment qu'on voit dans la bande-annonce qui est dans le film je trouve assez saisissant, où pendant un fin de footage quelqu'un regarde au plafond et en fait au plafond il y a une espèce de couloir, et du coup on a pendant un instant notre perception de l'espace se trouble et on sait plus trop si on est au sol, au plafond, etc. Et je trouve que finalement le film a assez peu cette espèce de frisson de vertige de la découverte, mais c'est peut-être parce que je savais à quoi ressembleraient les backrooms un petit peu par avance, mais finalement c'est un espace qui est assez vite domestiqué. Oui, je suis d'accord. Et sur le plan de l'économie horrifique pure et dure, c'est-à-dire de la mise en scène, parce qu'il y a deux choses différentes. L'exploration de l'espace et la mise en scène, c'est quand même deux modalités différentes d'approche du travail de la caméra. Et en fait, on peut ne pas faire de mise en scène et explorer un espace quand même. Tu vois. Et je pense que c'est un peu ce que fait le film, parce que sur le plan de l'écriture horrifique pure et dure, le film est un peu chiche, quoi. Il y a assez peu de moments de trouble et je dirais de circulation du regard dans l'espace, en fait. C'est-à-dire que quand bien même les lieux soient vides et bourrés de portes d'entrée potentielles par où pourrait venir quelque chose d'inquiétant, la perspective centralisée, qui est quand même vraiment le principe d'écriture permanent des plans, fait que on circule peu, quoi. On habite peu les lieux en tant que spectateur, et donc du coup je trouve ça assez peu ludique, en fait. Il y a peu de choses qui se produisent. Il y a des moments un peu bizarres, par exemple dans cette scène où ils arrivent dans l'étage inférieur, qui est donc l'étage où il y a tous les vêtements, où ça pue. Il y a un truc assez... Ça fait un peu flipper pour le coup. Il y a un tas de vêtements et il y a une tête. Et oui. Et on l'aperçoit. Et ça, ce qui est bien, c'est qu'on l'aperçoit. On la voit pas beaucoup. Et moi, il y avait des gens dans la salle juste derrière, des mecs vraiment qui étaient terrorisés juste par l'entre-apparition de la tête. Et là, je sentais une dimension extrêmement puissante sur, en fait, un principe de surprise permanent. Parce que le principe de ce lieu-là, c'est qu'on peut pas savoir ce qu'il y a derrière, qui était complètement laissé en jachère et qui, s'il avait été exploité, aurait rendu le film probablement assez insoutenable du point de vue de son écriture horrifique. Donc c'est un peu... je trouve ça presque pas fini, quoi. Enfin, pas poussé à son terme. En fait, c'est étonnant parce que, justement, on parle en termes de ludicité. Moi, je pense que... Et j'ai écrit un mémoire là-dessus, donc c'est une logique que j'y pense et que la fin du film m'excite pour ça, que la logique de la course-poursuite à pied est idéale. Un très bon moyen explorer la configuration d'un espace. Et en plus, la configuration des personnages à l'aune de l'espace, c'est-à-dire comment chaque personnage va occuper, comment chaque personnage va réfléchir presque à la façon dont il va se mouvoir. Et il y a donc une plutôt saisissante scène de course-poursuite à la fin entre un personnage et un monstre, on va dire, qui est beaucoup plus grand que la normale, et donc qui doit se mouvoir différemment. Mais en fait, je la trouve étonnamment... courte et étonnamment peu elle utilise peu les enjeux spatiaux des backrooms, notamment à la toute fin il y a un plan assez joli où le personnage en fuite va rentrer à l'intérieur d'une sorte de
tout petit espace dans lequel elle peut se faufiler, mais pas le monstre. Et en fait, ça m'a fait penser, alors que c'est un film que j'aime pas, ça m'a fait penser à une scène de Inception. Je sais pas si vous vous souvenez, mais vers le début du film, il y a une scène de course-poursuite dans des rues du Moyen-Orient. Oui, et il se glisse dans exactement. Et en fait, justement, à l'intérieur de cet espace, t'as l'impression que pendant la course-poursuite, l'espace se reconfigure. Et que donc, ils sont en plus obligés, au-delà de réfléchir à la personne qui est en train de les poursuivre, à l'espace lui-même qu'ils peuvent pas garder en contrôle. Et je pense que les scènes de course-poursuite, qui sont donc les meilleurs moments pour explorer ça, n'ont pas utilisé ce potentiel-là. Je pense donc qu'il y a ce moment-là qui est fort, et il y a le moment très bref où Clark fuit pour la première fois les backrooms et va passer par la petite porte qui fait donc penser à Alice au Pays des Merveilles, qui est aussi... Ça fait peur. Voilà, c'est ça. Là, ça fait peur parce qu'en fait, tu sais que le personnage, potentiellement, n'est pas adapté physiquement pour explorer cet espace-là. Ouais, tout à fait. Et pour parler d'un troisième moment où je trouve qu'il y a une belle idée physique d'horreur dans le film, c'est la fin d'une deuxième course-poursuite. Enfin, de la deuxième où c'est Clark qui fuit, et à un moment pose la caméra qui sert de point de vue pour le fan footage, et à un moment la créature va ramasser la caméra. On l'a raté. Et donc on va constater juste avec le point de vue de la caméra que la créature qui saisit la caméra est gigantesque, et juste cette idée-là est très puissante aussi. Et en fait, je pense que le film aurait gagné à multiplier en fait ces petits effets-là, qui peuvent en fait vraiment donner le vertige naturellement. Pas besoin de psychologiser les personnages, l'espace suffit à lui-même, quoi. Bah, c'est là où il y a une écriture vraiment ludique en fait de l'action, c'est-à-dire typiquement cette scène, donc un peu le moment fan footage du milieu du film où ils vont explorer avec Clark recrute ses deux collègues et on se doute que ça va mal tourner, et le film je trouve joue assez bien avec le fait que il y en a un qui descend au bout d'une corde, donc on se dit est-ce qu'il va rester bloqué, mais en fait il remonte, et après il y a le truc où c'est le lit, en fait il dispose quelques petits éléments de jeu qui vont tous rentrer en action pour faire augmenter le suspense et aller jusqu'à l'issue, quoi. Et donc là c'est effectivement il y a plus de jeu, et en fait il y a de la mise en scène avec l'outil du fan footage, quoi, c'est-à-dire quand est-ce que les personnages tiennent la caméra, quand est-ce qu'elle est témoin de ce qui se passe, etc. Et il y a un commentaire d'Altamira qui souligne ce que tu disais sur les personnages comme prétexte, justement le moment où Clark pose la caméra, c'est vrai que c'est totalement arbitraire, et on voit que en fait c'est uniquement donc pour le plan qui va suivre et pour le fait d'utiliser ça derrière, quoi. Bah, parce qu'il a besoin de ses mains à ce moment-là, peut-être pour aider. Oui, mais on sent l'effet grossièrement, mais après, je pense qu'on parle pas quand même assez du fait qu'un tiers du film est constitué de scènes qui sont en dehors des backrooms, qui sont extrêmement faibles en termes d'écriture et d'écriture scénaristique, dialogue, et de mise en scène. Et aussi, je pense même de direction d'acteur. Et je suis d'accord avec vous, moi je pense que Renate machin là, je sais, enfin moi elle m'a sorti du film, je savais pas ce qu'elle foutait là, quoi. C'est vraiment, elle a rien à faire ici. Et c'est inefficace, enfin non, ça va pas du tout. On voit des concessions ici, alors je sais pas si A24 était à la production, mais en tout cas on voit des espèces de concessions au tout venant du cinéma d'auteur pour pouvoir faire un peu arty, c'est vraiment... Enfin, c'est pas brillant, quoi, tu vois. Les scènes de flashback, alors ça te donne l'occasion d'un bon jumpscare, d'un bon jumpscare, ce qui est déjà pas mal. Celui sur la mer, celui sur la pelleteuse, ah oui, qui rentre dans la maison, c'est pas mal. Mais en même temps, c'est un bon jumpscare, mais qui raconte un truc complètement crétin, et c'est ça qui est un peu dommage. C'est-à-dire que c'est vraiment d'un simplisme inintéressant et qui nourrit la dimension psychologisante. Parce que quand même, il y a quand même un problème, c'est que si on part du principe que les backrooms, c'est l'inconscient. Ça, on est d'accord à peu près. Oui. On a une psychanalyste qui découvre l'existence de l'inconscient en rentrant dans les backrooms, mais qui sinon ne sait pas que ça existe avant ça, tu vois. Et vraiment, quand t'es à ce niveau-là d'incurie d'écriture, c'est pas acceptable. Même en fait, dès le début, c'est assez limpide qu'il y a un problème, dans la mesure où tu te dis, c'est donc un espace qui représente la psyché des personnages. Alors mes deux personnages, ce seront un architecte et une psy. Enfin, je veux dire, là, le faire aussi littéralement que ça, c'est presque dommage, et le film aurait gagné en subtilité si ça n'avait pas été le cas. Là, j'ai l'impression que le personnage est architecte uniquement pour justifier le fait qu'il soit capable de cartographier l'espace, et qu'elle soit là uniquement pour expliquer aux spectateurs qui n'auraient pas compris que ce sont des éléments psychologiques. Encore une fois, les personnages sont des prétextes. Alors que, par exemple, je pense à un message sur le chat de YouTube qui parle du t-shirt apartheid que le jeune soulève quand il descend. Et qu'il porte. Justement, et en fait, il le porte plutôt dans le film, et en fait, rajouter presque comme ça, disperser davantage d'éléments
d'écho entre le monde réel et le monde des backrooms aurait pu permettre, sans passer par un personnage de psychologue ou des scènes de psychanalyse. On en a pas mal. Surtout vis-à-vis de lui. Non, parce qu'on a pas mal d'éléments du décor de la boutique, par exemple. On a des espèces de roues de gouvernail. Enfin, mais encore une fois, je trouve ça pas très fort parce que genre t'en as vraiment genre 25 par pièce. Ce que je veux dire, c'est que justement, c'est tout autour de lui beaucoup plus qu'autour de Renate Reigns. Je suis d'accord. Et on a des détails aussi quand même. Oui, sur la course-poursuite finale, notamment les sortes de maisons alignées et tout. C'est ça. En fait, vas-y. Non, je t'en prie. En fait, ce qui est dommage, c'est que, à la limite, que le film utilise des personnages un peu prétextes pour lancer l'action, bon, ça pourrait être se pardonner, mais là, vu qu'il y a effectivement cette dimension de l'inconscient, et notamment sur le monstre final qui ne s'explique pas autrement que par une espèce de logique de projection, etc. C'est le ça. En fait, c'est dit. Hein, la logique de l'univers dépend de la psychologie des personnages. Et donc, le fait qu'elle soit si faible devient vraiment un problème, quoi. Typiquement, le moment où lui va rester longtemps dans les backrooms, il y a une espèce de revirement de personnage qui est très bizarre, enfin qui tient pas du tout. Il faut qu'on parle de cette scène absolument c'est tragique, nullissime. C'est tragique. On découvre donc que le personnage de Clark est une sorte de psychopathe devenu zinzin en restant dans les zinzin, et on a droit à une espèce de scène qui mixe en gros le dîner de massacre à la tronçonneuse et la fin de Blue Velvet, en gros. Tu sais, avec les acolytes de Dennis Hopper qui sont tout rigides et qui se sont fait découper les oreilles. Et d'ailleurs, il découpe. Ah non, il scalpe d'ailleurs la rousse. Ah oui, c'est ça, il la scalpe. Et où il mange l'estomac d'un monsieur qui se trouve être du cotton candy, j'ai l'impression, je sais pas quoi. Et vraiment, c'est catastrophique. Mais un point que j'aurais bien aimé justement voir développer davantage et qui fait encore le lien avec Barbarian, c'est le fait que le personnage de l'architecte cadastre les backrooms. Il fait quand même 2 plans, un plan sur une feuille et un plan sur un tableau, et je trouve que c'est une chose qui est faite aussi dans Barbarian, puisqu'il y a un personnage qui entreprend de cartographier l'espace souterrain avec un mètre pour calculer la surface, parce qu'il veut vendre la maison. Enfin, donc c'est un argument très pragmatique, mais qui est très intéressant, parce qu'il y a cette idée d'une relation problématique entre un rapport rationnel, possesseur, cartésien, je dirais, à l'espace, et un lieu qui est l'incarnation matérielle du non-cartésien et de l'irrationnel. Et moi, j'aurais adoré un film qui serait backroom et qui serait sur Clark qui rentre dans les backrooms, cartographie les lieux, et à un moment n'arrive plus à les cartographier et devient fou. Et ça serait tout. Et là, j'aurais eu très très peur, parce qu'il y aurait eu vraiment à la fois une adhésion... La faillite des moyens les plus... On aurait adhéré à la progression de la constitution de cette carte. Ça aurait été vraiment notre objectif comme spectateur de voir que ça ait lieu et de voir que ça ne marche pas, tu vois, un peu comme, je sais pas, dans Aguirre, où on n'arrive pas à s'y retrouver dans la forêt, quoi, et où ça devient très angoissant. Et à mon avis, il passe à côté de ça, parce que, c'est pas son objectif, puisque faire de la grosse allégorie, manifestement, le réalisateur. Et 2, je pense que c'est trop compliqué. C'est-à-dire que c'est aussi ça, à mon avis, on est face à un film qui traduit le fait qu'on a manifestement un metteur en scène qui n'est pas... qui n'a pas les moyens de ses ambitions pour le moment en termes de mise en scène. Je pense, enfin je sais plus, quelqu'un dans le chat disait ça tout à l'heure, sur le fait que le film essayait aussi de ménager le chèvre et le chou entre, ou c'est peut-être toi qui le disais, entre et la série sur internet et les néophytes qui découvriraient par le film, et à ce que j'ai cru lire sur internet, il y a aussi tout un travail pour que ça s'inscrive dans le lore et que ça raconte des choses supplémentaires que ce qu'il y a sur la série sur internet, tout ça. Donc peut-être qu'ils ont aussi été piégés presque aussi par le format. C'est souvent le cas. Voilà, c'est ça, qui en fait devait rajouter des choses pour agrémenter le lore, mais en fait un format plus radical comme celui que tu décris aurait eu plus de mal à... Et que sans doute aurait été plus proche, encore une fois j'ai pas vu la série, mais je pense qu'il aurait été plus proche de l'esprit de la série, qui est une exploration. Ouais. Jusqu'au moment où ça tourne mal. Oui, par des scientifiques. Voilà. Ou pas forcément. Oui, mais disons que... Toute cette greffe là sur le truc des scientifiques, par exemple, au début, ou l'entreprise à la fin, vraiment, c'est... Là, t'es dans quand même le mauvais scénario de série B écrit par des mecs qui font des jeux vidéo. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un peu cette ambiance post-Resident Evil où il y a toujours une société... Un gros labo. Une société secrète. C'est pas bon, quoi. C'est de la mauvaise série B, là. Mais surtout, en plus, en fait, ce que je trouve dommage, c'est que le film a donc ce potentiel énorme de claustrophobie, et en fait le désamorce en permanence en rajoutant il y a des gens qui peuvent s'y intégrer, s'y déplacer librement, il y a des gens, enfin tu peux y faire des allers-retours en permanence, etc. Et j'ai vu que le premier épisode de la série sur YouTube, donc je peux pas dire plus, mais ce qui est fort, c'est que donc le personnage tombe dans les backrooms par inadvertance, ne peut pas en ressortir,
Et en fait, Oui, l'exploration... obligé de chercher. Exactement, la c'est ça. sortie. Et donc, t'as forcément un effet claustrophobe où, en fait, est-ce que tu peux même trouver une façon de sortir ou pas ? Et donc, tout ne devient que question de survie. Mais t'as pas la Et donc, béquille de ressortir. Exactement, c'est ça. Et donc, l'enjeu spatial devient vraiment absolument prioritaire. Et ça devient même... C'est le seul truc qu'il y a. Parce que le gars ne parle pas. C'est vraiment juste physique. Et c'est vrai que dans le chat, on nous parle aussi de la Maison des Feuilles de Danielewski. Ouais. Et il me semble que justement, c'est une grosse référence de... Oui, de Ken tous Parsons, les espaces liminaux, etc. Ouais, c'est ça. Ouais. Et on disait tout à l'heure que le film fait pas très peur, et à la fois c'est plutôt vrai, même s'il y a quelques moments qui marchent bien, mais dans l'ensemble c'est pas un film très angoissant. Rien à voir avec Obsession. Rien à voir avec C'est Obsession. vraiment un film terrifiant à certains égards. Ouais, j'en parlerai plus tard, mais Obsession, je pense, j'ai jamais eu autant peur de voir un film de ma life. Donc, mais j'ai l'impression que le film Backrooms creuse aussi un peu autre chose, quoi, c'est-à-dire avec cette idée, alors à la fois sur l'inconscient, mais aussi à la question du souvenir, quoi. On comprend plus ou moins que, notamment avec ce joli plan de caméra c'est un là, beau plan, qui ouais. descend, qui est sorti en la trailer, modification je crois, d'une... C'est ça, je déteste ce plan. Ah ouais. Je trouve horriblement littéral. Explicatif. Ouais, je trouve ça trop littéral. Non, mais disons qu'il y a l'idée que, en gros, la caméra donc descend les étages des backrooms et l'espace est de moins en moins proche de ce qu'il était à la surface. Et donc il y aura l'idée, voilà, on parlait de l'inconscient, ou en tout cas d'une espèce de mémoire collective qui s'efface progressivement. Et le film se termine pas du tout sur une note horrifique ou, comme j'ai pu le voir un peu sur internet, sur un truc de en fait on est tous dans les backrooms. En fait, à mon avis, c'est pas ça du tout que le film raconte, c'est plutôt que on est tous voués à devenir le souvenir éteint de ce qu'on a été à un moment, quoi. D'où cette espèce de métabolisation entre les traumatismes, l'inconscient, etc. Donc je trouve qu'il y avait quand même une veine assez intrigante cachée un peu derrière le film d'horreur. J'aime bien la toute fin pour ça, que ça finisse plutôt là-dessus que sur une espèce de rebondissement ou quoi. Et c'est dommage que le film soit si peu incarné, quoi, pour que vraiment ce truc-là puisse être prenant. Mais en fait, j'ai pensé un peu à A Ghost Story, tu vois, par exemple, sur cette idée du temps qui passe et du fantastique comme une manière d'illustrer, voilà, une sorte de finitude des choses. Voilà, je trouvais que c'était un pan intéressant du film qui est un peu à la marge, hein, mais qui aurait pu être précisément un truc que le passage au long métrage permettait de creuser plus que des formats courts sur YouTube. Ouais. Bah, Moonshark sur YouTube, t'as l'air de bien connaître. Est-ce que tu sais si dans les vidéos de Ken Parsons, déjà sur YouTube, il y avait des questions de reflets de l'inconscient et tout ça ou pas? Bah, manifestement non, parce que le dernier commentaire... Mais après, la nature, enfin, je veux dire, c'est un objet qui a existé ailleurs que lui. Enfin, c'est pas lui qui en est le maître. Après, c'est lui qui l'a maître popularisé, créateur. j'ai l'impression. Oui, enfin, surtout, qu'on a fait pas mal de trucs. Et par rapport à Agmagoul qui nous demandait ce qu'on pensait de la scène où il mange le gars, oui, franchement, c'est un peu ridicule. C'est faible, hein. Je pense que ça sort de nulle part, ces personnages. Je pense que la volonté, c'est c'est un peu de montrer la cruauté du personnage de Clark qui se met à maltraiter des sortes d'entités qui n'existent pas, mais d'un côté, ça enlève toute l'intensité de ces personnages, qui du coup semblent juste malléables et en fait plus touchables que les backrooms en eux-mêmes, dont tu pourrais pas bouger les murs, quoi. Il faudrait que la logique soit la même. Et en plus, sur un pur effet technique, d'accessoiriste, enfin vraiment c'est un détail, c'est pas de la critique de dire ça, mais la première fois qu'il va choper un bout dans le ventre du monsieur, tu vois un trou, ensuite il va hors champ prendre un deuxième morceau, un troisième, et tu reviens sur le ventre et il n'a pas bougé depuis la première fois qu'on l'a vu. C'est un détail, mais ça participe quand même à la matérialisation, à la sensation physique de quelque chose. Tout cela est surréaliste et non euclidien, donc ça n'est pas gênant. Pas mal. Non euclidien, ouais. Non, par contre, Orsted 60, je suis d'accord que c'est toujours agréable d'aller dans un cinéma comme les Halles et de voir une salle de 600 places pleines. Oui, on a pu constater pour les deux films la hype aux premières loges, parce que les deux séances étaient moi j'ai complètes. vu même des films bien pires que ces deux-là. J'ai vu Gourou dans une salle de 1000 personnes au Halles, juste derrière comment il s'appelle l'humoriste blond avec un long nez qui parle Paul Mirabel. j'étais devant juste derrière Paul Mirabel qui se cachait sous son hoodie, c'était marrant. Et même si tu détestes le film, c'est très agréable de voir des petits garçons, des petites filles traumatisés par les backrooms. Enfin là pour le coup c'était pour Gourou qui était genre c'était leur sortie cinéma de l'année et ils étaient tout contents, tu vois. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est chouette. Oui, aller au cinéma, ça c'est sûr, c'est agréable. Ouais. Et c'est vrai que manifestement c'est le cas des deux cinéastes dont on parlera ce soir. C'est deux personnes qui viennent de YouTube, qui ont fait des courts-métrages ou des choses avant. Et j'ai l'impression que une nouvelle veine du cinéma qui pourrait intéresser davantage, c'est aussi
essayer de retrouver cette matière-là qui correspond à Internet, à la création, des choses très absurdes et qui correspondent aussi beaucoup à... Ils sont sur deux dynamiques opposées pour moi. Je suis d'accord. C'est-à-dire, il y en a un qui s'inscrit clairement dans un héritage de la Elevated Horror, qui est Parsons, et l'autre s'inscrit plutôt dans cette dynamique d'une horreur ultra agressive qui s'est développée depuis 4-5 ans, dont les films de Zach Cregger et puis surtout les films de Parker Finn, Smile 2 sont les super représentants, quoi. C'est-à-dire films qui sont là quand même pour te brutaliser et pas te faire réfléchir beaucoup. Ouais. Obsession, on en parlera après, mais il y a un peu un high concept derrière. Oui. Mais... Tu vois, son film référence, c'est Hérédité. Oui, mais j'ai pas le sentiment qu'on sente que c'est un film à la... Enfin, tu vois, l'héritage d'Ari Aster me semble pas... Enfin, on en parlera. On en parle après le quiz. Mais juste pour finir sur Backroom, ce que je voulais dire, c'est que j'aime bien aussi le fait de voir, davantage pour Backroom que pour Obsession, je suis quand même d'accord, que c'est des choses qui parlent de sensations et qui essaient de saisir aussi des choses de leur temps en termes de sensations spatiales, de sensations d'être au monde, qui sont plutôt uniques et qui correspondent en plus à une certaine jeunesse. Évidemment, les Backrooms, ça fait peur aussi parce qu'il y a cette idée d'un territoire connu, immense, infini, mais en fait dans lequel tu trouveras jamais ta place. Et en fait, c'est précisément, je pense, une sensation très contemporaine de la jeunesse d'aujourd'hui, qui a l'impression en fait d'avoir déjà tout connu, mais en même temps que rien n'est accessible à eux, quoi. Et j'aime bien le fait que ça existe, et en plus, si ça parle aussi à la jeunesse, qu'il y ait autant de gens qui vont le voir, c'est pour une bonne raison. Donc je pense que si ça fait des bons résultats, peut-être que le cinéma va essayer de saisir, de se reconfigurer autour de points de vue plutôt contemporains, plus jeunes, de nouveaux regards qui me plaisent. Après, comme le signale Lost, pour le cas de Backroom, tu prends la liste des producteurs, en fait c'est quand même des vieux routiers du cinéma d'horreur, dont il y a quand même un nom qui ressort là-dedans, qui est James Wan, qui est quand même... Et il y a Osgood Perkins, donc qui a réalisé Longlegs, qui est un film pour le coup très elevated, si je ne me trompe pas, je l'ai pas vu, mais je crois que c'est vraiment à 24 à balle et tout. Mais voilà, James Wan qui est vraiment quand même le golden boy du cinéma d'horreur, et qui a incarné en plus au moins 2 modalités consécutives du cinéma d'horreur, puisqu'il a à la fois fait Saw, faut pas l'oublier, c'est le mec qui a introduit le torture porn à un niveau de célébrité inégalé, et puis ensuite qui a produit, c'est lui qui produit Paranormal Activity ou pas, ou non, c'est Conjuring, voilà. Et où il fait renaître littéralement le film d'horreur gothique en fait, et puis surtout le film d'horreur premier degré. C'est ça qui a été important avec James Wan, c'est que tu prends Conjuring, tu prends même Malignant tout récemment, c'est des films qui sont très 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 premier degré, donc qui ont un rapport à l'horreur qui est plutôt pur, quoi, qui est assez viscéral, rien à voir avec Ari Aster, David Lowery et Robert Eggers par exemple. C'est vrai. Du coup sur YouTube on m'explique que le reflet de l'inconscient c'est pas forcément mis en avant, mais qu'en effet les Backrooms c'est un truc un peu collectif et tout le monde y a un peu ses interprétations, et que lui il en a une, donc il la file avec son film, mais notamment qui parle du reste de la mémoire des lieux et des êtres qui les ont arpentés. Mais oui, The Older View, ça a l'air chouette, on me l'a recommandé. Il me semble que c'est pas vraiment le même univers que les Backrooms, si je me trompe pas, mais... Bref. Et un dernier truc avant de passer au film suivant, je voulais aussi souligner le travail du son dans le film, que je trouve très réussi, et pour le coup, qui est potentiellement une des plus grandes forces du film, je pense. On le disait aussi un peu avant le début de l'émission, que contrairement à Obsession, c'est un son très atmosphérique, qui est pas du tout lourd, ni empesé, et qui en fait... réussit à reproduire dans sa matière sonore la sensation visuelle que donnent les Backrooms. C'est quand même pas du tout évident. Évidemment, il y a quelques petits effets évidents du genre les clignotements des néons, un peu les parasites électriques, etc. Mais il y a aussi des sortes de nappes flottantes et une sorte de sensation en même temps d'un nuage et en même temps d'un truc très désagréable qui est fort, qui est vraiment réussi dans le film. C'est dommage que, surtout quand on sait que, je pensais à ça en réfléchissant au film et tout, mais que donc ça vient en partie de La Maison des Feuilles, toute cette tradition des espaces liminaux, qui est un livre qui joue avec les codes de mise en page de la littérature pour créer des effets d'étrangeté, quoi. Et c'est dommage, je me souviens m'être dit, mais si on fait un jour un film liminal, ça ouvre... 1 million de portes, en fait. Tu peux faire que la forme du film elle-même se brise, que le film se mute, et c'est dommage que là ce soit un film, je sais pas, totalement classique, limpide, enfin pas du tout, c'est pas du tout un film liminal, quoi. C'est vraiment un film sur un espace. Pour le coup aussi, on peut penser un peu à Shining en termes d'espaces liminaux. Oui.
Mais qui est déjà un film de mise en scène qui commence à s'entortiller un peu sur quelque chose qui serait à la lisière, tu vois, c'est déjà un peu plus trouble quoi. Oui, tout à fait, c'est ce que je voulais dire.